parlé, on a encore parlé, on a ensuite parlé. Le résultat, 59 ans après l'indépendance, c'est un échec économique total. C'est une déconstruction progressive du pays, de la nation. C'est la faillite de l'école. C'est la maladie de la santé. C'est ça la réalité historique. Donc vous convoquez une responsabilité générale finalement, parce qu'on ne peut pas circonscrire ces insuffisances sur le dos du politique essentiellement. Mais le problème qui se pose, c'est qu'il y a une classe politique qui est censée donner une impulsion. Faite d'hommes et de femmes qui se sont succédés aux commandes depuis 59 ans, qui n'ont fait que régler leurs problèmes au fait. Leurs problèmes personnels, leurs problèmes familiaux, leurs problèmes politiques, leurs problèmes partisans, mais qui n'ont jamais relevé les défis, les vrais défis qui se posent au problème. Ou poser les vrais défis, ou poser les problématiques des défis. C'est ça la réalité. Alors, il faut qu'on parle également de la sous-région, parce que Papis l'a brossé tout à l'heure, le cas de la Guinée, on pense également à la Côte d'Ivoire, où on prête au président Alassane Ouattara d'avoir des ambitions par rapport à un troisième mandat. Qu'arrive-t-il à nos chefs d'État ouest-africains? Justement, moi je pense qu'il y a une différence à faire entre la Guinée et la Côte d'Ivoire. La Guinée, c'est très clair ce qui se passe en Guinée. L'article 127, je crois, de la Constitution guinéenne dit que tout chef d'État élu en Guinée ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Mais l'article ajoute que la disposition limitant les mandats ne peut faire l'objet de révision. C'est-à-dire que c'est une disposition non modifiable de la Constitution. Devant cette impasse juridique, que fait Alpha Condé? Il va rédiger une nouvelle Constitution dans l'intention d'abolir la Constitution sur la base de laquelle il a été élu, et une Constitution qui a été l'objet d'un large consensus après l'ère d'Addis Camara. Voilà, donc ça c'est un cas presque particulier, presque inédit. À son arrivée, qui n'a presque jamais existé. Invraisemblable, voilà. C'est quelqu'un qui était considéré, comme vous dites, comme étant un porte-flambeau de la lutte de l'opposition en Afrique. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Mais ce qui a changé, c'est cet amour excessif que ces chefs d'État ont pour le pouvoir. C'est cette folie dévastatrice qui prive à nos dirigeants toute forme de raison, toute forme de rationalité au contact avec le pouvoir. Mais ça aussi, ça se compte. Vous savez, c'est l'écosystème du pouvoir qui est nocif en Afrique. Parce que le pouvoir est presque le pôle exclusif de la réussite en Afrique. Même quand il doit faire du business, il faut être en de bons termes avec le pouvoir. Donc le pouvoir caporalise tellement dangereux que celui qui est au pouvoir est très vite isolé par l'excès des ailes de son entourage, n'est-ce pas, par cette tradition de flagornerie, cette velléité de faire croire aux dirigeants qu'il est indispensable et que sans lui le ciel nous tombe sur la tête, etc. Voilà. De sorte que celui qui est au pouvoir en Afrique arrive même à penser que avant lui, après lui, c'est le déluge, sans lui, c'est le chaos. C'est ça le problème. C'est tout cet écosystème toxique autour du pouvoir en Afrique qui rend nos dirigeants un peu fous. Alors, j'aurais aimé vous entendre un peu sur la liberté de nos chefs d'État. Parce que si on fait dans le jeu de la comparaison, c'est totalement différent des autres continents, ou en tout cas du continent référence en termes de démocratie, donc l'Europe et peut-être les États-Unis. Est-ce qu'ils sont libres finalement? Parce qu'à l'entame, vous écoutez des présidents qui sont de bonne foi, qui ont envie de lâcher. À un certain moment, ils font un retour en zone de façon extraordinaire et spectaculaire. Il faut savoir aussi que l'exercice du pouvoir parfois rend son auteur otage du pouvoir. C'est aussi ça le paradoxe du pouvoir. Vous savez, en Afrique, les gens ont tellement l'habitude de régler des comptes à la faveur du pouvoir. Ils ont tellement l'habitude de renverser l'ordre des valeurs, l'ordre de la richesse, l'ordre social, etc., au contact avec le pouvoir, que finalement, s'ils perdent le pouvoir, c'est trop de dégâts. C'est une catastrophe, c'est presque la bérésina. C'est aussi ça le problème. Donc de sorte que les gens ont peur après pour leur sécurité physique. D'accord. Ils ont peur pour leur sécurité familiale, ils ont peur pour leur sécurité économique. Mais tout ça aussi n'est qu'une sorte de retour de bâton de l'exercice du pouvoir par eux-mêmes. On termine par un dernier point. La première déclaration publique de Khalifa Sall, quand vous l'avez écouté,
Vous avez entendu quel type de discours? J'ai retenu 2 phrases fortes. Quand il dit le passé, c'est le passé, pour moi, c'est une phrase forte. Quand il dit nous sommes héritiers d'une tradition politique qui allie la démocratie à la liberté, au progrès, c'est une phrase très forte. On l'attendait sur une annonce. Ça veut dire qu'il se positionne comme leader de la social-démocratie, c'est-à-dire de cette idéologie politique dont se réclame le Parti socialiste et une bonne partie de la gauche sénégalaise. Je pense qu'il a fait un grand discours, Khalifa Sall. Un grand discours sur ce que l'autre appelait les grandes querelles. Le discours d'un chef d'État. Oui, je pense que Khalifa Sall, si j'avais gardé ma fougue de journaliste j'aurais écrit un papier, le problème Khalifa Sall. Avant d'entrer en prison, c'était un problème. Aujourd'hui, il est devenu une pouillie, c'est-à-dire un problème sans solution. Mais avec l'inéligibilité de Khalifa Sall, qui constitue pour lui peut-être bien une difficulté pour son avenir politique, comment aujourd'hui comprenez-vous le discours qu'il tient à ses militants alors qu'il y a des blocages quelque part qui... Mais il n'a pas besoin d'être éligible pour être un problème politique. L'éligibilité n'a rien à voir avec son équation politique personnelle. Alors, parce que Khalifa Sall, ce qu'il pèse, va jouer fortement sur l'enjeu politique des futures joutes électorales, qu'il soit éligible ou pas. Alors, une dernière question, oui, avec une réponse certainement très courte, une petite phrase, j'attends une petite phrase. Aujourd'hui, si on devait aller à la présidentielle, demain, Khalifa est candidat, les autres seraient également candidats, je suis dans l'affection. Hein. Oui, les autres. Les autres prétendants, ceux qui aimeraient briguer les suffrages, quelles sont les chances de Khalifa aujourd'hui, politiquement parlant? Très difficile de faire une prévision en temps réel sur 5 ans en politique. Le temps de la politique est trop rapide. Malheureusement, je ne peux pas me risquer à une prévision de ce type. Merci. Merci beaucoup, cher Yérim Seck. Merci également à Papis Diop.